L'écho des campagnes, la série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens, des experts, des scientifiques et des industriels qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture. Un podcast pensé et réalisé par Écosystème, entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture dans leur transition agroécologique. Alors aujourd'hui, nous sommes à Innovagri, à Outarville, et je suis avec Vincent Marchal de AXA Climate. On va parler de changement climatique. Et là, on est sous la flotte. Il fait pas très chaud. L'automne est arrivé très vite. Donc, bonjour Vincent et merci de faire ce podcast avec moi. Bonjour Mathieu, enchanté, c'est un vrai plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter ce que fait AXA Climate? Donc, Vincent Marchal, je suis directeur de la transition agricole chez AXA Climate. Qu'est-ce qu'on fait chez AXA Climate? Sur la partie agricole, je vais me focaliser sur la partie agricole. On aide les entreprises du monde agricole, donc qu'elles soient coopératives, transformateurs, interprofessions, acteurs de l'agroalimentaire, à s'adapter en fait au changement climatique. Donc on les aide à écrire leur stratégie d'adaptation pour être là demain, pour continuer à produire et être pérenne d'un point de vue économique. Quand tu dis en fait aider à produire demain, c'est-à-dire si j'ai bien compris, vous avez travaillé sur des modèles de projection climatique et sur ces bases-là, on peut en fait prédire région par région, zone par zone, en gros quelles vont être les évolutions et aussi par exemple est-ce que la situation va s'améliorer pour certaines cultures, empirer pour d'autres? Et puis il y a aussi sans doute un métier d'assureur dont on reparlera aussi après. Et en fait aujourd'hui, c'est quoi la vision globale en France du changement climatique si on se projette peut-être dans les 15, 20 ou 30 prochaines années, c'est quoi l'image que tu peux nous en donner? Alors déjà, on peut regarder ce qui est en train de se passer maintenant, parce qu'on est en train de vivre un accélérateur de ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe aujourd'hui, quand vous regardez, je vais vous donner deux exemples, c'est la production de blé et la production de maïs. Tu prends la production de blé en France, depuis 20 ans, elle stagne globalement. Et si tu compares par exemple 2019 à 2024, en production de blé, en 2019, on a produit 45% de plus qu'en 2024. Donc on a des à-coups qui sont énormes en fait. Et cette différence qu'on avait entre 2019 et 2024, c'est comme si on injectait ou qu'on enlevait la production de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, dans notre production de blé. Tu prends le maïs, c'est pareil. C'est pas forcément les mêmes années, mais tu prends, je crois, 2014-2022. En 2014, on a produit 2 tiers de plus qu'en 2022. Ça, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est le début de l'histoire. Et ça va s'accélérer. Donc, nous, ce qu'on regarde effectivement quand on accompagne ces acteurs du monde agricole, c'est comment ce qui est en train de se passer aujourd'hui va s'accélérer ou en tout cas se transformer dans un temps plus ou moins long. Donc, on regarde à des climats 2030, à des climats 2050. Quand on dit on regarde à des climats 2030 ou 2050, un climat, c'est 30 années. Donc, on évite de regarder à l'échelle d'une année. Par exemple, là, il est en train de pleuvoir. On a plein d'études qui montrent qu'il va pleuvoir beaucoup moins l'été, jusqu'au mois d'octobre. Donc, si tu prends par exemple là sur le site dans le Loiret, si tu regardes la pluviométrie, on sait que d'un point de vue annuel, elle va être stable. On sait que l'été, c'est en gros 80 mm de moins en moyenne. Il y a des années où ce sera pas ça. On sait qu'il va faire beaucoup plus chaud. Les 40 degrés, on les a dépassés peut-être une fois, tu vois, il y a quelques temps. On les aura une année sur deux. Tu prends de la pluviométrie en moins, des fortes chaleurs. Il y a tout un enjeu qui va se tourner vers l'eau, vers le bilan hydrique. Un bilan hydrique sur le Loiret, on est déjà dans des déficits qui sont importants. Quand tu prends mai à octobre, qui sont qui représentent la saison, on va dire majeure pour les cultures céréalières par exemple, et puis les cultures d'été, on a des déficits qui étaient de l'ordre de 400 mm. On va en avoir de l'ordre de 560, 580 mm, 600 mm. Donc c'est 160 mm qui manquent. Il va falloir aller les chercher, les compenser quelque part. Donc c'est ce travail d'analyse qu'on fait, culture par culture, parce que chaque culture va avoir son cycle principal à un moment différent, et donc va être impacté de manière différente. Et donc justement, parlons-en des cultures. Dans le panorama français, où on a aujourd'hui 50% des cultures qui sont du blé, le maïs doit occuper également une bonne place. Quelles sont les cultures qui vont le mieux tenir le choc naturellement et lesquelles vont être les plus impactées?
Alors c'est bien entendu difficile. Il y a des grandes lignes qu'on peut sortir. C'est difficile puisque chaque situation va être bien entendu spécifique. Un blé dans le nord de la France va plutôt être résilient. Il sera beaucoup moins dans le sud, bien entendu, parce que c'est déjà un peu plus compliqué dans le sud tout simplement, et que les réserves utiles normalement dans les sols, et la pluviométrie est moins importante au moment clé du blé. Pour autant, on sait que par exemple un blé dans le nord de la France, il va être impacté déjà par rapport au raccourcissement des cycles. Le fait d'avoir plus de température, d'avoir des sommes de température beaucoup plus importantes, accélère le cycle. Le cycle étant plus court, la culture va prendre moins de temps pour faire son rendement. Et ça, c'est quelque chose qui est inéluctable, sauf à changer effectivement des précocités, mais qui va demander aussi derrière de répondre à ces enjeux hauts à des périodes où il va faire beaucoup plus sec. Après, ce qu'on sait, c'est que le maïs, en tout cas, plus la plante est demandeuse en eau, plus a priori elle est impactée, d'autant plus que c'est une plante d'été. Donc le maïs, c'est la première qui va être impactée. Dans le sud-ouest, ça va être quand même très compliqué. Des cultures comme le soja vont être impactées. Dans le sud, peut-être un peu négativement. Et plus on va remonter, plus ça va être complexe de répondre. C'est-à-dire que le manque, peut-être le manque de température qu'on avait jusqu'à maintenant pour faire appel à des indices en maïs ou des précocités en soja qui vont chercher du rendement, on en aura plus facilement accès dans ces zones un peu plus au nord demain, mais il faudra quand même de l'eau. Donc comment on fait pour garantir cette disponibilité en eau qui de toute façon est nécessaire, quoi. On ne fera pas d'agriculture sans eau. Alors, tu abordes un sujet qui est intéressant et c'est là où nos métiers se rejoignent. Donc nous, on fait de la formation en agronomie en parlant beaucoup du sol et on présente le sol comme un amortisseur climatique dans le sens où des sols qui sont correctement organisés, en bonne santé, vont être capables de stocker plus efficacement l'eau et de la redistribuer plus efficacement aux cultures. Et on fait des profils de sol et on s'aperçoit que très souvent, les sols vont être stratifiés et qu'en fait, c'est comme si on avait un réservoir sur lequel on avait mis un bouchon quand l'eau tombe. Sur la question de l'eau, j'avais regardé dans vos études, effectivement, moins d'eau et plus chaud en été. Par contre, souvent, plus d'eau en saison hivernale. Et donc, en saison hivernale, l'eau est entre guillemets un ennemi de l'agriculteur parce que, on voit bien aujourd'hui, les sols ne sont plus portants, on n'arrive pas à les travailler correctement, on peut avoir des excès d'eau. La question de l'eau, j'imagine pour toi, elle passe évidemment par de l'agronomie et des sols bien organisés, mais sur des sols tendus, comment est-ce qu'on peut mettre en réserve? Est-ce que la question du stockage de l'eau est une question cruciale pour les territoires? Comment la recherche génétique sur des plantes résistantes au sec, comment tu vois les choses? Déjà, comment je le vois, clairement, c'est un enjeu clé et fondamental. J'ai pas la réponse et en tout cas nous, AXA Climate, on est là pour faciliter le fait d'être sensible, le fait de consacrer de l'énergie à cet enjeu, de rassembler aussi les acteurs. Parce que de toute façon, on le sait, et maintenant je pense qu'il n'y a plus photo, la solution, elle doit s'aborder de manière collective. Nous, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si on passe pas par un sol en meilleure santé, on va répondre que partiellement aux besoins demain qu'on a de s'adapter justement à ce changement climatique. Donc, dans les études qu'on fait, on peut travailler, ce qu'on évoquait, la précocité, une typologie variétale, la génétique. On peut anticiper les semis pour essayer d'être un peu moins dans des périodes de floraison, par exemple, très touchées par des périodes de sécheresse, mais il reste quand même un gap à franchir. Et ce gap, ça ne peut être que le sol. Et après, c'est des choses que vous expliquez de votre côté au niveau d'écosystème avec d'autres. C'est que la solution, il faut l'aborder à l'échelle de l'exploitation de la parcelle. Mais en tout cas, nous, notre conviction, c'est qu'il y a beaucoup à y gagner. Que bien entendu il y a des risques à prendre, qu'il faut les connaître, mais qu'il y a à gagner et c'est ce qui va nous amener à pérenniser notre capacité de production. Avec d'autres choses, avec la diversification des cultures notamment. Donc c'est aussi avec ce regard-là qu'on aborde la notion de stratégie d'adaptation à un changement climatique. C'est-à-dire que au-delà de la connaissance qu'on a de ce que va impliquer ce changement climatique, qu'est-ce qu'on met en place, quels sont les leviers. Et très rapidement, on arrive sur le levier du sol. Et donc, dans le changement, dans la transformation, et là, ça devient compliqué. Parce que
Alors, naturellement, on n'aime pas le changement, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et on est sur des changements systémiques, voilà, on est sur des systèmes complexes et il faut tout changer petit à petit. Le dernier sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est que AXA, tout le monde connaît AXA et AXA est un assureur et on voit bien en fait pourquoi un assureur se préoccupe de changement climatique parce qu'en fait c'est son rôle justement d'avoir de la visibilité et de pouvoir garantir du risque. Comment est-ce qu'en tant qu'assureur aujourd'hui on se projette dans l'agriculture et quels sont aujourd'hui donc les leviers que vous activez ou vous souhaitez activer pour accompagner ce changement? Nous, on le fait déjà. Alors, chez AXA Climate, on est tous des passionnés. On met beaucoup de sens dans ce qu'on fait. Donc, on le fait avec cet accompagnement, on le fait avec beaucoup de conviction, et notamment sur la partie sol. Sur le fait que si on n'arrive pas à entraîner, à mettre à l'échelle cette fameuse transition agroécologique, on peut l'appeler comme on veut, on n'y arrivera pas. Moi, en tant que citoyen, j'en ai la conviction. Donc, je pousse aussi dans ce sens-là. Ce qu'on sait, c'est que cette transition, elle demande du financement et qu'elle peut faire peur aux agriculteurs parce que pendant un certain nombre d'années, le temps que cette transformation s'opère, il y a un risque qui peut être plus important. Chaque cas, à nouveau, étant bien spécifique. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'apporter une certaine sécurité à l'agriculteur. De lui faire comprendre que, bien qu'il mette en place des pratiques qui sont différentes, que ces pratiques peuvent le mettre un peu plus en difficulté quand on a des situations peut-être un peu inattendues d'un point de vue climatique. L'objectif, c'est qu'il ne soit pas pénalisé par rapport à des agriculteurs qui vont rester en conventionnel. Donc, comment on peut les sécuriser, qu'ils ne seront pas pénalisés par rapport aux autres? Et là, ça amène à construire et à innover dans une démarche assurantielle qui est complètement, qui n'existe pas aujourd'hui. C'est là où le collectif aussi est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne va pas assurer, nous, directement l'agriculteur, mais on va assurer des acteurs de la chaîne de valeur. Je dis des acteurs parce que ça peut être un, mais ça peut être deux, ça peut être très collectif. Ces acteurs vont lui apporter une garantie de résultat. Et on sort en fait d'une relation de binôme entre un assureur et un agriculteur qui chacun prend 50% du risque, à une relation collective ou en tout cas un consortium qui fait que si on est 4 ou 5, on est 5 fois 20% porteur d'un risque. Chacun est responsabilisé, la machine se met en route et on arrive à toucher un maximum aussi d'agriculteurs plus facilement. Donc, on est au début de l'histoire, mais en tout cas, voilà, en termes d'exemples, on commence aujourd'hui avec des exemples qui peuvent être très simples. Une couverture de sol est essentielle. S'il fait sec et que j'ai investi 100 € ou 120 € dans une couverture, ça m'emmerde clairement parce que j'ai pas envie de paumer 120 € si ça lève pas. On va créer une assurance avec une coopérative par exemple pour faire que l'agriculteur sera remboursé de ses investissements si ça ne lève pas. Donc ça c'est l'exemple le plus simple qu'on peut avoir dans une démarche de transformation. Après ça peut aller sur des approches beaucoup plus complexes. Alors je rebondis parce que ça veut dire qu'en fait vous faites confiance aux acteurs, donc ça peut être la COP qui accompagne, l'agriculteur qui sème, etc., pour avoir le niveau technique suffisant pour pas rater. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez intérêt à avoir en face des acteurs qui sont bien formés, bien au courant, pour pouvoir justement, réduire d'entrée de jeu le risque de tous les impondérables du déjà connu mais qui est pas su. Exactement. Ça nous sécurise nous en tant qu'assureurs, parce qu'on sait que il y a un risque qui est là, que la meilleure façon de le limiter, c'est effectivement de mettre telle ou telle pratique, que ceux qui sont en contact des agriculteurs ont cette connaissance, ont cette formation et ont compris ce qu'il fallait faire, donc vont accompagner les agriculteurs dans ce sens-là, ont tout intérêt à ce que ça marche. De toute façon, tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne. Et ça, c'est très nouveau dans une approche assurantielle. On peut avoir historiquement des gens qui sont assurés, qui n'ont pas forcément intérêt que ça se passe bien. Au moins l'année en question, quoi. Là, voilà, il y a une dynamique hyper positive. Ouais, tout à fait. Ouais, super. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi, Mathieu. Au plaisir. À bientôt. Un grand merci à notre intervenant du jour pour avoir partagé avec nous son engagement et sa passion pour la transition agroécologique. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de l'Écho des campagnes. Pour découvrir et profiter de nos prochains épisodes, il suffit de vous abonner au podcast d'Écosystème sur toutes les plateformes d'écoute.
Vous pouvez également vous former et vous informer grâce à notre newsletter mensuel L'écho des campagnes, à laquelle vous pouvez vous inscrire. Toutes les informations sont dans le descriptif de l'épisode. À très bientôt pour de nouvelles conversations sur l'agriculture.